on disait qu'il y avait les armes, mais bon, tout ça là, c'était les œuvres de ces gradés-là qui étaient avec M. Laurent Gbagbo et encore qui sont pas avec, puisque ils n'étaient pas de bonne foi avec M. Laurent Gbagbo. C'est des gens qui se cachaient pour appeler même les Ouattao pour donner des positions. Et même quand vous voyez le combat de PK-18, quand après truc pour aller vers la prison civile, et il y a des gens qui ont même donné la position de camp commando d'Abobo, et même nous qu'on a suivi Ouattao pour aller en zone 4, et il y a des gens qui ont donné la position du camp commando de Koumassi, qui donnaient les armes qui étaient camouflées là-bas, ce qu'ils avaient comme armes, ce qu'ils n'avaient pas comme armes, et tout ça là, il y avait des personnes qui faisaient partie de ces militaires-là encore, mais ils n'étaient pas de cœur. Voilà. Ils n'étaient pas de cœur. Voilà, c'est des gens qui ne tardaient pas à vendre la mèche, des gens qui ne tardaient pas à trahir, puisque vous, après, tous ceux-là, j'étais obligé de rejoindre le Golfe. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas sincères avec M. Laurent Gbagbo. Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur ce point. Pour désirer Tagro. Bon, Tagro, c'est ce que je vous ai dit que Tagro, l'équipe qui a croisé Tagro quand il est sorti le paille blanche, c'était l'équipe du commandant Vecho, le commandant de la région de Katula. Voilà, c'était Vecho qui était le commandant là-bas. Et après, quand l'armée française a donné position à tous les chefs de guerre de replier si à Bobo et de laisser pilonner les armes lourdes de telle sorte qu'on puisse pouvoir avoir accès au bunker, et tout le monde a été replié, sauf Veto seulement qui était resté aux deux plateaux. Et donc les premiers instants, les premières équipes qui sont descendues devant le bunker, c'était l'équipe du commandant Veto. Et quand Tagro est sorti malheureusement avec les pains blancs qui étaient synonymes de paix, qui étaient synonymes de sans combat, et ils n'ont pas cherché à comprendre, et ils l'ont arrosé à bout portant. Et après la suite, on est venu trouver, et c'est la descente du bunker maintenant que tout le monde a participé avec Ouattao. Sinon les premiers instants, nous on arrivait à trouver que Tagro était déjà blessé et toute sa foi inférieure était vraiment délabrée, et il tenait ça avec un tissu, voilà, un tissu. Le pain blanc était toujours là, mais tout était ensanglanté, et vraiment il saignait tellement que vraiment c'était difficile, puisque les gars refusaient même que les médecins s'approchaient de lui, et donc c'est après que il a rendu l'âme. Mais sinon, les éléments qui étaient en première position, qui ont ouvert le feu, c'était les éléments de commandant Vecho, voilà, Hervé Touré, voilà, concernant Tagro. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Vous m'aviez rassuré. Il n'y a même pas d'ambiguïté dedans. On peut dormir tranquille. Voilà. Merci. Isaac. Voilà. Vas-y, Isaac. Tu avais ta question. Oui, merci. Maman, attends d'abord, avant qu'Isaac te réponde. Maman, on va tourner un peu la parole là. Hein? Après, si tu veux parler, tu fais ta demande, tu reviens. Il y a trop de gens. Oui. Merci, maman. Merci beaucoup. Isaac, vas-y. Merci encore. Merci encore, Issouf, pour l'exercice auquel tu te donnes. Moi, j'aimerais un peu plus de précision sur ce que tu dis par rapport à ce que tu as raconté par rapport à l'Ouest. Le gars, j'ai oublié son nom encore. Pas Ouremi, l'autre là. C'était quoi son nom encore? Samboukari. Samboukari. Ouais, Samboukari. L'histoire de Samboukari là, ça date de quelle année? C'est de quelle année à quelle année? Parce qu'il y a eu 2 génocides à l'Ouest. Faut brûler les mots, s'il te plaît. Oh, pardon. Parce qu'il y a eu des situations graves à l'Ouest. Oui. C'est de quelle année à quelle année? Concernant l'Ouest, c'est l'avènement de MPIGO et puis MJP, puisqu'il y a eu
Mpigo qui est venu en première position, et après encore, quand c'était devenu public, il y a un mouvement MZIP qui est venu, mais tout ça là, c'était une filiale de la rébellion, et c'était un camouflage pour pouvoir diversifier, mais c'était les mêmes instructions et c'était les mêmes maîtres. Voilà. Donc, ça dépend de la zone où chacun était positionné. Tu vois, il y a la zone de Dokwe là où MJP a beaucoup pris, et quand il va vers Ma, voilà, pour descendre derrière, c'est là Wéremi, vers la frontière, que Wéremi était positionné. Mais tout ça là, c'était même organisation. C'est après que 2005-2006 et courant là que ces trucs là sont nés, et c'est né, c'est des filiales de la rébellion au fait. Voilà, mais c'était les mêmes personnes là, c'était les mêmes trucs, puisque il fallait trouver, puisqu'il y avait des accords qui étaient faits aux yeux de tout le monde, et vraiment si MPCI devait signer l'arrêt de feu et aller attaquer encore, c'est comme si aux yeux du monde entier les gars respectaient pas parole. Donc il fallait créer d'autres filiales qui n'avaient rien à voir, mais avec les mêmes personnes au fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, quand tu vas regarder que depuis Boaké, les premiers instants, c'est MPCI qui est venu en page, et c'est MPCI Souro a représenté comme pas de parole. Mais après ça, Mpigo est venu, et après MJP est venu. Voilà. Mais c'est les mêmes filiales là, il n'y a pas eu de différence. Mais seulement avec des stratégies différentes. Voilà. Ok. Ouais, je comprends. Merci, Joan. C'était ça, c'était pour avoir plus d'informations, de précisions là-dessus, quoi. Et je crois qu'il a répondu. Merci, Sophie. Merci. Ok, merci. Je descends, bro. C'est ça que j'aime pas rester. Ok, vas-y, ça marche. Scotty. Scotty. Vas-y pour ta question. Youssouf. J'ai une question à poser à Youssouf. Youssouf, quand ils ont mis la main sur le président Laurent, et qu'on dit tout le monde peut circuler, maintenant ceux qui venaient dans les différents camps, pour attaquer les FSI, et puis ils laissaient les vrais corps habillés, ils prenaient des armes pour aller, ils prenaient les armes pour aller. C'est pas vous vous rappelez. Quand c'était fini, il y a des gens qui rentraient dans les foudrières pour prendre des armes, ils vont avec, ils s'attaquent au FSI, et puis ils laissent les vrais FSI. Moi, j'aimerais savoir, ces personnes-là, ils sont où? Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec des armes? Waouh. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand c'était fini, là, il y a des gens qui, après, ils ont fini d'investir le président actuel, ils ont mis le président actuel, et puis il y a des gens qui venaient dans les camps, même ils sont partis même gendarmerie de BAE, la Toit Rouge, ils ont pris des armes là-bas, ils sont allés dans les... Si vous vous rappelez, ils venaient avec des 4x4 là, ils viennent, ils s'attaquent au FSI, mais ils laissent les vrais policiers qui sont avec les FSI. Et arrivé un moment, les FSI se sont révoltés pour dire non, si c'est comme ça, ils viennent, c'est nous, ils viennent tuer, et puis vous ne vous tuez pas, on va s'attaquer à vous. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ces personnes-là, qui les a envoyés, ils ont pris des armes, là, ils ont fait quoi avec? Où sont rentrées ces armes-là? Et puis, qui était les responsables? Bon, voilà. Après le combat, c'était... oui, ouais, bien. Après le combat, c'était du désordre total. Puisque il y avait, malgré que c'était la rébellion, il y avait deux groupes. Il y avait le groupe de IB et puis il y avait le groupe de la rébellion au fait. Puisque IB est venu directement à Abidjan avec les commandos invisibles, avec les fognons, voilà. Donc c'était les éléments de IB. Bon, mais ils avaient leur position qui n'avait rien à voir avec la position des éléments des forces nouvelles. Voilà. Donc il y avait une nuance puisque d'autres dit IB avec la rébellion, d'autres dit qu'il avait Gbagbo, donc c'était une nuance totale. Donc pour contrôler les éléments, c'était devenu vraiment impossible puisque parmi ces gens-là, il y avait trop de mercenaires, il y avait trop de nos frères qui étaient dedans, qui maîtrisaient pas au fait Abidjan, qui maîtrisaient pas au fait, qui n'avaient pas les mêmes ordres. Donc c'était des désordres total jusqu'à ce
que la dernière tranche que moi j'ai été, on était à Yopougon au Sable, où on allait croiser les 16 Magui là, on était avec le groupe de Ouattao, c'est nous, on est rentré au Sable là, et pour aller derrière les 16 Magui là au fond, et arrivé, et là, après la rencontre aussi, c'était prévu qu'un autre groupe, après notre rencontre, venait encercler le coin, et la nuit, vraiment, c'était du carnage total. Donc tout ça là, c'était bon. Les autres venaient pas d'un seul côté. Je crois c'est qu'on règle les cas IB et que tout le monde maintenant s'est rallié sur le golfe. Sinon, des vivants de IB, c'était de la débandage totale. On connaissait pas tel groupe est comme ça, tel groupe n'est pas comme ça, puisque IB arrivait à Abidjan, IB avait remplacé tous les chefs de guerre par ses commandos invisibles. IB avait un peloton de 5000 personnes même qui étaient armés et vraiment on savait pas exactement la position de IB, si vraiment il était à la rébellion ou bien il avait une complicité avec le camp M. Laurent Gbagbo. C'est ce qui se disait dès le départ, mais après vraiment tout ça là c'était faux, puisque on a su après que vraiment ils ont utilisé IB pour faire le combat, et après ils l'ont trahi après, puisque IB n'était pas avec la force il n'était pas les loyalistes, il n'était pas en filiale à M. Laurent Gbagbo. IB était bien financé et qu'il est revenu avec des mercenaires depuis le Burkina. Ils sont venus avec les commandants Foyon, avec ce qu'on appelle les commandos invisibles. Et tous étaient des mercenaires. Les Blacks, les Malais c'était des mercenaires. Bon, mais dans tout ça là, c'était le même mouvement, mais de deux façons différentes, puisque il y avait toujours des cibles de pro-IB et de pro-Soro. Et après la réunion où ils ont convoqué IB à truc au golfe, et c'était prévu que si IB se bougeait, qui venait au golfe, qu'on les tendait en embuscade vers Carrefour de la 2, on les faisait rester là-bas. Malheureusement, il y a certaines personnes qui sont restées aussi fidèles à IB qui l'ont signalé de ne pas venir, et vraiment il n'est pas venu, et c'est après maintenant que on a lancé l'assaut final CPK-18 et pour aller derrière IB dans son grenier qui était PK-18, Carrefour Gueleve Semala qui était là-bas. C'est là-bas on allait le trouver là-bas, et le cas de IB est réglé, et dès l'instant l'ordre est donné à tout le monde de rejoindre le golfe, parce que celui qui refusait de rejoindre le golfe, c'était comme qui était prévu comme un ennemi. Voilà. Donc, à part ça aussi, beaucoup ont déposé les armes, beaucoup ont braqué les gens, ils ont pris les voitures et puis ils se sont évadés. Beaucoup ont pillé les choses, ils ont chargé leurs voitures et puis ils ont pris les routes, puisque c'était une manière de se payer d'après eux. Voilà. Et vraiment, c'est là, nous qui sommes restés là maintenant, on a été répertoriés et on nous a recensés maintenant et essayé de nous donner des papiers pour que nous, on puisse intégrer l'armée française. Voilà ce que je peux répondre sur ce côté. Ok, d'accord. Et j'ai une dernière question et puis je descends. Je viens, j'ai une dernière question et puis je descends. Et dis-moi, tout à l'heure tu as dit non, tous les généraux étaient en complicité, en esprit avec le pouvoir actuel, mais ils faisaient semblant avec l'ancien pouvoir. J'aimerais savoir, il y a un seul gars dedans qu'on appelle Dobobli. Est-ce que lui aussi, il était en complicité avec le pouvoir actuel ou pas? Merci. Tous ceux qui mangent avec le pouvoir actuel avaient un pion avec le pouvoir actuel. Maintenant, ceux qui avaient refusé là, c'est eux allaient là, à les CK, les Bokadou qui sont réprimatés aujourd'hui parce qu'ils sont restés dignes. Ils n'ont pas voulu manger avec le diable. Voilà les erreurs. D'accord. Allô? Merci beaucoup, Youssouf Zongo. Ok, merci. Voilà. Il a posé ma question, puis je vais descendre. Ok, il n'y a pas de souci. Il a fait de la place, on dit à Sergent en bas là. Ouais. Ok. Je descends la place. Je vois même pas sa demande. Attends d'abord, comment on appelle ça? Arsenal, attends. Sergent là, tu as dit, tu m'envoies un message, mais je ne vois pas ta demande. Je ne sais pas. Sur ta demande là, tu as fait ça sur quel panel? Moi, je ne te vois pas. Voilà. Depuis là, il ne fait que chercher, je ne te vois pas. Je ne sais pas si tu as pris un autre nom. Oui, je ne sais pas.
Maintenant, tu m'envoies un message comme ça, je vais voir. Vas-y, Arsenal. Ok, merci beaucoup le frère Issou. D'abord, ma première question est que IB, tu as dit IB était financé, quand tu parlais tout à l'heure, IB était financé par qui? Avant de poser la deuxième question. Ok, IB, c'était parmi tous les chefs de guerre, c'est IB qui avait l'exil politique au Burkina Faso. Donc c'est lui qui était chargé de coordonner la relation entre la rébellion qui était au Burkina et de l'extérieur. C'est lui seul qui avait un passeport et des papiers diplomatiques burkinabés qui pouvait prendre avion pour aller croiser, aller en Belgique, aller en France, aller partout, aller même chez Kadhafi là-bas pour trier les armes qu'il avait besoin. Donc c'est IB que Blaise avait donné confiance et que c'est lui seul qui avait donné l'exil politique pour pouvoir tourner et toucher l'extérieur qui devait appuyer la rébellion. Voilà. Et le magot que IB a reçu et le financement qui est venu de Kadhafi est venu dans les mains de IB et les financements que IB allait en Belgique, il y a eu même des gens qui vraiment il y avait la Suisse, ceux qui avaient besoin de cacao ont financé et il y avait des sociétés qui étaient montées au Burkina rapidement pour pouvoir extrader les biens et tout cela ils ont eu des dons au Burkina ici et ça faisait un pactole et ça faisait une force à IB et vraiment avant qu'il ne lance l'assaut pour aller ici Abidjan et c'était prévu que les Ouattao là arrivaient à Abidjan et quand ils ouvraient les hospitalités, IB avait 24 heures pour venir avec du renfort, avec des armes. Donc après leur assaut, ils ont fait les 24 heures, il était matin et j'étais à découvert puisque j'étais pas au nombre insuffisant pour combattre. Donc il fallait replier si Boaké et ils ont attendu IB fatigué. Jusqu'à 4 heures du matin, jusqu'au matin, IB n'était pas là. Jusqu'à ce qu'ils ont replié parce qu'ils ont eu une première attaque à Yamsoukro et après ils ont pu infiltrer puisque beaucoup sont arrivés à Boaké blessés. Je parle de Mobio, je parle de beaucoup de choses qui étaient blessées même si la route de combat et arrivé à Boaké maintenant fallait trouver des coins pour s'asseoir et vraiment instrumentaliser la jeunesse à les suivre. Donc c'est comme ça maintenant quand ils se sont assis et jusqu'à une semaine IB n'était plus là et IB aussi il était en déphasage avec Blaise puisque IB voulait pas respecter les normes qui étaient données puisque si le terrain IB se prenait tellement fort que vraiment il respectait plus les ordres et ce qui a fait qu'il y a eu discorde entre IB et les Ouattao puisque ce qui se sont dit au départ ça n'a pas été respecté et ils ont ouvert ils se sont partis au sacrifice derrière IB et ça là ça a gardé jusqu'à ce que eux aussi prennent position jusqu'à ce que M. Alassane Draman Ouattara a appelé Soro qui était déjà à Abidjan là-bas puisque quand vous remarquez en 98 2000 Soro était numéro 2 de Ariad Diagri Diabaté à Port-Boué et c'est après ça quand ils ont fait venir Soro pour venir le représenter comme la tête pensante, être secrétaire général et c'est depuis Abidjan ils ont fait venir Soro au Burkina Faso et vraiment il est venu prendre la poule des choses maintenant et c'est là maintenant et Soro IB trouvait que Soro était trop petit pour le commander et lui pouvait pas rendre compte à Soro parce que Soro c'est son petit et vraiment s'il y a quelqu'un si M. Alassane Draman Ouattara pouvait pas prendre ses responsabilités et que lui il peut pas donner lui il peut pas rendre compte à Soro parce que c'est comme se foutre de lui. Lui, c'est un général, c'est lui qui a démarré tout, puisque c'est lui qui était en tête de la Camorra, et Camorra qui a été le premier instrumentalisateur, qui a été le premier garde-corps de Alassane quand il était premier ministre, et c'est là-bas et la rébellion a commencé avec les Cass, avec les Zagazaga, avec les Amoudé, avec la Grenade, avec les Adams, avec les Thiofosé. Donc, IB trouvait que lui, il peut pas rendre compte à son petit parce que si Alassane pouvait pas prendre ses responsabilités et lui, Soro était trop petit pour que lui, IB, vienne se fléchir pour lui rendre compte. Donc voilà la discorde, c'est parti depuis la base. Voilà, c'est depuis la base, il y a eu ce discorde-là.
et bon, Alassane n'a pas voulu se présenter. Il a dit que lui, il va envoyer un secrétaire qui va le représenter, qui va venir du RDR. Et cette personne qui est venue là, c'était Soro. Et après les Soul to Soul, après les Ambak, puisque vous savez que Ambak même était, et il a fait son bac au Burkina, c'est quelqu'un, Olissa Zenda Kabore, qui n'est pas, et c'est quelqu'un qui a fréquenté là, il a eu son bac burkinabé, et vraiment, il était président de la FESI au niveau de Burkina ici. Voilà, et Ahmed Bakoko est venu au Burkina en attrapant le sac de Soro Diom avec les Soul to Soul là, voilà, pour venir accompagner la tête pensante de la rébellion. Mais il venait pas en tant que des combattants, mais il venait en tant que politique. Voilà les deux volets des choses. Ouais. Attends, Maintenant, il a eu... Asina, s'il te plaît, je veux qu'il éclaircisse quelque chose là, parce que voilà, il y a des gens qui aiment, je sais pas comment dire ça, mélanger, n'est pas dit raconter tout et n'importe quoi là. Soro là, hein, Soro Guillaume là, hein, mais un peu sur la façon tu as parlé de IB. Tu as parlé des autres là. Je veux que tu nous parles de Soro. Quelle était sa participation concernant tout ce qui s'est passé? Parce que ça met polémique. Nous, on sait qu'il a été à la tête, d'accord? Il a été à la tête. Voilà, il a écrit un livre. Mais après, là, il y a d'autres là qui nous faire comprendre que lui qui allait voir, comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? Kadhafi, pour aller chercher l'argent là-bas pour venir. C'est lui qui a financé, c'est lui qui en a là dans sa poche, c'est lui qui allait recruter. Pour nous dire. Ok. Et sur le cas Soro, et depuis 2000, je parle pas de 2020, l'arrivée des 45 soldats ici au Burkina pour se former, le camp de formation est toujours là, c'est à Lumbila, c'est à 10 km de la sortie en allant vers le village de Boukaré, Blaise Niaré, qui avait le centre de formation, et il n'y avait pas de Soro. Et quand ils étaient venus, et la première personne qui a représenté à parler la rébellion, c'était Thio Fosé. Il n'était pas éloquent et vraiment, les gars avaient besoin, puisque que ce soit les têtes pensantes qui étaient là, Blaise et Alassane, ils avaient au moins la crédibilité des chaînes françaises. Donc c'est que RFI, France 24 devait venir les interviewer et devait donner la mentalité et la cause de la rébellion pour qu'ils soient crédibles aux yeux des gens. Donc quand ils prenaient tous ceux qui étaient là, c'est pas des gens qui s'étaient éloquents, qui pouvaient s'exprimer en français comme il se doit, puisque à ce moment les Akaria parlaient que Djoula, et il y a beaucoup même que vraiment les Ouattao pouvaient pas faire une France sans mettre Noussi dedans. Donc c'était tout un problème. Donc il fallait trouver des gens qui sont éloquents dans la parole, qui peuvent croiser des journalistes et vraiment tenir tête et pouvoir répondre, et qu'on puisse relayer ça dans les scènes internationaux comme RFI, comme France 24, puisqu'ils puissent expliquer pourquoi ils ont pris les armes et pourquoi, puisque les IBLA pouvaient pas s'exprimer devant ces journalistes-là. Donc voilà comment les Soro sont venus en deuxième volet. Sinon, en premier volet, Soro n'était pas dans le groupe de ceux qui sont venus pour se former au Burkina pour aller combattre en Côte d'Ivoire. C'est après la deuxième volet maintenant qu'ils sont venus. Et que c'est Soro maintenant qui a appelé les Soul to Soul, les Louboyon, et les Ahmed Bakayoko, les groupes des anciens F6 là, voilà, c'est ceux qui étaient fidèles, c'est eux qui sont venus maintenant, et quand ils sont venus, ils sont pas venus dans un camp d'entraînement, ils sont venus à Ouara 2000 directement, et ils avaient des questionnaires où ils devaient s'imprégner de tout ce qui se passe, et que si les gars venaient les poser questions, qu'ils puissent répondre, et qu'ils allaient faire Makoussi D, Accra D, Ouara 1, Ouara D. Donc, fallait des gens qui vont accompagner avec les chefs d'État pour pouvoir discuter et donner la vision de la rébellion pour ne pas incriminer toute la rébellion aux yeux de la communauté internationale. Sinon, dès le départ, Soro n'était pas là, et le financement de Kadhafi n'a pas trouvé Soro, parce que c'est IB seul
qui avait l'exil politique, c'est IB qui était à crédibilité d'aller en Belgique, d'aller en Suisse et de partir chez Kadhafi là-bas. Et tout s'est passé à Ouaga 2000. Et arrivé à Ouaga 2000, IB n'était pas... D'abord même, IB s'est fait détester par Blaise. Donc le départ était déjà faux. Et comme c'était lui qui était la tête pensante et Blaise avait donné les papiers pour qu'il représente, c'était déjà officiel. Blaise pouvait plus reculer. Mais Blaise n'a pas pardonné IB si son comportement, puisque IB était incontestable. Alassane pouvait pas dire quoi que ce soit à IB, et ni si c'était pas la garde rapprochée de Blaise que IB respectait comme les Guinguéré. Voilà, et IB n'avait pas, il était devenu impoli. Et voilà la raison pour laquelle, quand il allait en France, en Belgique, là-bas, et pour qu'on l'arrête, c'est sorti de Blaise ici, qui a demandé à ce qu'on l'arrête là-bas, pour qu'on l'isole, pour qu'on puisse aménager encore, puisque la présence de IB, Soro pourrait pas préciser parce que IB n'allait pas accepter que Soro vienne les représenter pour dire qu'il va parler quoi que ce soit. IB voyait Soro en civil. Il ne le voyait pas comme un militaire. Et c'était anormal d'IB que lui se fasse commander par un civil, en plus un petit que lui connaît. Donc c'est IB, c'est une frustration pour lui. Voilà. Voilà si vous voulez là. Ok. Final, vas-y pour ta dernière question. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Il y a un truc qui m'intrigue un peu. Tu vois, après la rébellion en 2011, les rebelles sont au pouvoir. Et il y a eu une attaque à Bonois. Non, il y a eu une attaque à Bassam, non à la plage, hein, dans la ville de Bassam. Il y a eu une maison de Ahmed Bakayoko qui a été attaquée. Une maison qu'il a cachée chez l'une de ses copines. Où il était présent, il était attaqué. Ce temps-là, il paraît qu'il a eu une balle et il est parti en France immédiatement. Et 2 semaines après, il y a eu une attaque sur Bonois qui a commencé de 8h à 22h. On est c'est un peu flou dans notre tête. Donc, on aimerait savoir si tu es au courant de ça, si tu peux dire quelque chose dedans. C'était pourquoi et qui a attaqué? C'était une manigance. C'était montré par pièce. Et ceux qui l'ont fait là, en étant ensemble, je les connais. Et j'ai même un ami aujourd'hui qui est regrettable, qui est en prison à cause de ça. Et Oxymore le connaît très bien, la machine, parce que on était tous en zone 4. Oxymore aussi le connaît, il était en zone 4. C'est l'un des gros bras de Ouattao, puisque les armes qui étaient, c'est Ahmed Bakayoko à Bassam. Donc c'était prévu que on trouve des éléments qui vont au moins prendre ça pour faire croire que la Côte d'Ivoire est attaquée aussi à les djihadistes, puisqu'en ce moment, le djihadisme était devenu un truc de commerce qui marchait très bien, et que si ça se faisait comme ça, il y avait des rançons, il y avait tout ça, mais seulement ça a mal tourné. Ça a mal tourné, pourquoi? Parce que les éléments qu'ils ont pris pour tourner ces films-là, à la longue, les éléments n'ont pas voulu casser la vérité. Donc, et parmi eux, ils ont tué beaucoup de monde dedans, et ils ont injecté d'autres qui sont toujours en prison actuellement, parce que c'est eux qui ont fait l'attaque. Et parmi eux, il y a plein des éléments de Ouattao qui sont actuellement en prison. Il y a d'autres qu'ils ont tués. Il y a d'autres qu'ils ont radiés de l'armée. Et il y avait mes frères aussi qui étaient dedans. Et beaucoup, en tout cas, sont portés disparus. Puisque depuis que je suis arrivé au Burkina, j'ai essayé je n'ai pas trace de quelqu'un. Et vraiment, c'était un truc monté par pièce, puisqu'il n'y avait pas la vérité dedans. Et vraiment, ils ont utilisé des gens comme ça et de démobiliser des gens pour monter toute une chaîne pour pouvoir avoir de l'argent de djihadisme, puisque en ce moment, c'était un fléau que quand on fait sortir comme ça, c'était les milliards qui tombaient, mais seulement ça a mal tourné. Voilà pourquoi ils étaient obligés de fermer ça. Et ces mêmes éléments qui étaient filtrés, parce que des Bassam, quand ils ont vu qu'ils étaient trahis, et c'est eux qui ont pris la forêt de Bonois, et que c'est eux qui voulaient revendiquer. Comme ils ont vu que c'est ça, on les a blagués comme quoi tout ce qu'on avait promis, ils allaient les prendre, mais quand on les a pris, ils ont exécuté la moitié là-bas, la moitié qu'on pouvait pas exécuter, on les a envoyés en prison. Et jusqu'à présent, je pense que aux dernières nouvelles, je sais que la machine est toujours en prison là-bas, avec ses petits, avec ses éléments, et ils sont toutes les preuves, puisque c'est eux qui étaient les acteurs de tout ce qui s'est passé là, et ils sont toujours là, puisque c'est un complot, au fait, il y a rien de, c'était des montages. Voilà, il y a pas de vérité dedans. Voilà, c'était pas des djihadistes en tant que tel, mais c'est toute une mise en scène. Voilà.
Parce que ce jour-là, je me rappelle bien, de 8h à 22h, j'étais caché dans un magasin. J'étais sur place. Hein. Donc, j'avais de 22h, les corbières qui ont défilé là. Vraiment, ce n'est pas du jeu. C'était vraiment un carnage. Il n'y a pas eu de civil dedans. Et ce qui m'a sauvé de ça, c'est qu'il était au sapeur-pompier. C'est ce qui m'a sauvé de ça, c'est qu'il était au sapeur-pompier. Marie, quand on m'a mis au courant, on voulait que j'aie, mais à ce moment, nous, on était en stage au sapeur-pompier. Et vraiment, et c'est l'intervention des pompiers que je suis parti avec la première compagnie vers Bassam. Donc, les premières personnes qui étaient là, c'est nous, on a intervenu. Mais à ce moment, l'action était déjà faite. Et c'est après du retour maintenant que j'ai compris que c'est vraiment mes amis qu'ils ont utilisé pour mettre cette mise en scène-là. Parce qu'ils ont été arrêtés après tous. Et ils ont liquidé plein des gars qui étaient à Ouattao avec nous, avec la machine. Voilà. Et vraiment, comme ils ne savaient pas quoi faire de la machine, ils l'ont mis en prison et en complicité des djihadistes et ils l'ont donné 10 ans en ce que je savais. Et qu'après aussi, bon, ils ne savaient pas puisque les gars ne voulaient pas que la machine se lève puisque c'est un élément très dangereux et vraiment, j'avais peur de lui. Et vraiment, c'est avec lui qu'ils ont pris les armes aussi pour aller faire cette mise en scène là. Mais il a été trahi. Vraiment, les personnes qui l'ont mis en mission et sont venues derrière lui encore pour l'incriminer encore. Donc, c'est toute une mise en scène qui a été mise en scène. Il n'y avait rien de vérité dedans. Tout était faux. Tout était un montage comme d'habitude. Voilà. Moi, je vais descendre. Tu vas me faire descendre. Et puis, bon, voilà ma dernière question. Qui a déjà guéri? Voilà, tu peux me faire ça. Je vais écouter ça. Plusieurs fois, s'il vous plaît. Avec plusieurs fois qu'il a répondu à ça, cette question-là. Comment on appelle ça? La caillotte. La caillotte, tu es là? Non, je sais pas. Quand vous montez... Voilà, je sais pas, aujourd'hui on n'est pas venu écouter. C'est pas tant des paroles, c'est juste tu montes, tu poses question et puis tu descends. Voilà. On n'est pas là pour dire chacun aura son temps de parole. Ça c'est après quand il faut partir. Oui, Julien d'abord. Allô, oui. Attends, Julien d'abord. D'accord. Je veux préciser les choses. Ton micro, je veux préciser les choses. Quand vous montez, c'est pour juste poser la question, votre question, et vous descendez. Maintenant, quand l'invité, il va partir, on va faire un débriefing. C'est là maintenant, chacun va donner son avis. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent peut-être vouloir monter puis attendre et écouter. Pour l'instant, on veut poser question seulement. Après, quand Issouf va partir, quand son temps va finir, il va partir, on va monter maintenant et puis on fait comme d'habitude, chacun aura son temps de parole. Vas-y, la caillotte. La caillotte. Allô? Allô? Oui, bonjour. Je voulais juste poser une question, parce que j'ai appris qu'il y a Yaya Touré qui était dans la rébellion aussi, qui avait acheté des armes. Donc je voulais savoir, demander à Issoufou si c'était vrai. C'était juste ma question. Merci. Issouf, tu as entendu sa question? Ouais, il a entendu ça. Ça, c'était pas vrai, puisque côté de Yaya Touré, des Touré là, c'était, il y avait des renseignements qui étaient venus dire qu'ils avaient des immeubles à Yopougon, Maroc, qu'on avait besoin pour camoufler les armes à l'intérieur, mais ils ont tous refusé, que ce soit lui avec son grand frère, ils ont refusé, et c'est ce qui a fait même que vraiment, bon, il y avait une discorde, plus que c'est comme si ils voulaient pas adhérer à la cause des Djoula et que c'était des Djoula aussi, mais seulement ils ont refusé catégoriquement que les immeubles soient mêlés à ça. Et ça apparaît maintenant que tout ça là, à Salfo, ils étaient contactés au même moment parce qu'ils avaient besoin de lieux de camouflage d'armes. Et donc c'était ce côté-là. Mais à ce que je sache, on a même allé même jusqu'à Yopougon où il y a les immeubles là, mais les gars ont refusé catégoriquement que les immeubles soient mêlés à ça. Et vraiment, c'est ce qui fait après même qu'on dit que si c'est comme ça, ils vont monter les Libanais à arracher les immeubles là. Je sais que vous connaissez la suite aujourd'hui et le programme même est toujours là parce que c'est il y a des Libanais qui détiennent même les terrains là même parce que les Tourés là avaient refusé, genre parce que eux ils veulent pas rentrer à la cour des Djoula, pourtant c'est des Djoula que vraiment ils devaient accepter forcément, mais ils ont refusé catégoriquement.
Voilà. Ce côté-là seulement, j'en suis témoin puisque les débats même se sont passés devant moi. Voilà. Ok. Ok, merci beaucoup. Hein. Vous pouvez me descendre. Voilà. Merci la palette. Manuela, tu connais, toi tu es là, tu es chez toi, hein, tu veux parler, ton micro. Cholo, ça c'est pas si nouveau ça. Cholo. Allô, bonjour. Non, c'est pas si nouveau. Ah, Cholo c'est quoi? Non, en fait, c'est un surnom que je me suis donné comme ça, c'est pas sinon. Ouais. C'est nouveau, il y a un petit H là. Non, je suis du centre en fait. Je suis du centre. Ouais, c'est pour rigoler, vas-y. Voilà. En fait, donc, je vous ai pris peut-être en cours. J'ai pas suivi le départ, mais je voulais poser une question à Issoufou Zongo. En fait, il a participé en tant qu'équipe dans la rébellion pour qu'il ait toutes ces informations. Bon, comme j'ai dit, j'ai pas suivi le départ. Maintenant, après tout à l'heure, il parlait de Yaya Touré, il a cité quelques noms là. Et j'ai entendu le nom de Assalfo. Voilà, Assalfo, qu'est-ce qu'il a à voir avec, ou bien a-t-il participé? J'aimerais savoir quoi. Issoufou Zongo. Voilà, c'est juste mes deux questions qui sont là. Merci. Issouf, tu as entendu la première question? Issouf, tu es là? Il a entendu la première question. Bon, vas-y, tu as posé deux questions. Merci. Oui, je suis là. Ton micro, Kilo, ton micro. Concernant la première question, il y a eu la malchance de faire partie de la 5e colonne. C'était des enfants que depuis le Burkina on formait pour les missions extérieures. Et ma chance était que quand nous on est arrivé, ça a trouvé en même temps avec l'arrivée de ces militaires ivoiriens là, pour venir, soi-disant qu'ils étaient venus pour se former et vraiment retourner en Côte d'Ivoire pour mener des actions. Donc nous, au départ, on n'était pas destinés là, mais seulement notre histoire s'est liée à ça, puisque ils sont venus au même moment que nous, qui étions déjà là. Donc il fallait trouver des gens, au moins qui peuvent les accompagner, comme des petits, comme des chauffeurs, comme des gens, les gars de RS, beaucoup de monde regroupé pour pouvoir les accompagner pour qu'on puisse mener la mission. Et moi, ma première mission, c'était l'exfiltration, puisque j'avais déjà une base militaire, puisque j'étais petit pionnier au point levé Thomas Sankara de la BIA de Koudougou. Et si vous venez à Koudougou, même si vous posez la question, le camp de Boukari Kaboré, c'est mon oncle directement. Et je faisais partie des petits pionniers au point levé de Thomas Sankara. Et après ça, quand nous, on a eu accès et que notre formation devait commencer et que au même moment que ces gens-là sont venus, c'est dans ça, grâce à mes oncles que j'ai connus, Ibrahim Koulibaly, et grâce à mes parents que j'ai connus, et tout le lot de personnes qui étaient venues là, puisque en ce moment, j'étais pas un peu conscient comme aujourd'hui, mais grâce à eux, j'ai connu toutes ces personnes-là, et vraiment tout s'est déroulé devant moi, et je l'ai connu, et après exfiltration aussi, puisque il fallait que nous, on prend les papiers burkinabés pour venir en première position. Nous, on a dépassé Boaké et j'étais relevé de IB. Et quand vous demandez, j'ai passé presque tout mon temps depuis la rébellion de 2002 jusqu'à mon temps 2006, 2000, j'ai passé tout mon temps à Abidjan puisque j'ai été exfiltré. Il y avait un Touraya qui je devais donner tous les positionnements et donner tous les relais et vraiment retourner au nord là-bas, faire donner de ce que j'ai vu, des instructions, puisqu'on était formé pour exfiltrer. Donc, je faisais partie de ceux qui étaient exfiltrés aussi. Voilà, c'est dans ça. Vous pouvez demander, hein, dans le panel là, il y a plein qui me connaissent puisque j'ai passé presque mon temps à Ancien Koumassi Bietri en zone 4 là-bas et vraiment même l'arrivée de Ouattao en zone 4 pour quitter le Golfe pour aller pour venir en zone 4, vous pouvez demander, c'est moi j'étais devant puisque il y avait les Burkinabés qui étaient là, qui étaient comme des mercenaires et ils avaient les yeux sur moi puisque c'est moi qui maîtrisais la zone et vraiment je maîtrisais tout Abidjan et il n'y a pas presque tous les secteurs d'Abidjan, je ne vois pas un coin que j'ai pas fait, puisque j'ai fait la rue, j'ai fait beaucoup d'actions, et avec, normalement avec les commandos invisibles d'abord, qui étaient en filiabilité avec IB. Ça après maintenant, quand tout s'est réglé maintenant,
que Ouattara m'a récupéré puisqu'il me connaissait. Et voilà comment j'ai pu être ivoirien et j'ai reçu les papiers et que j'ai pu intégrer l'armée ivoirienne. Voilà. Mais j'ai mené beaucoup d'actions. D'abord, j'étais en tant que chauffeur, j'étais en tant que service de renseignement parce que je suis allé en profondeur. Même quand vous allez, si le premier tour au golf, moi j'étais au golf avec avec les Sorodium, avec un certain journaliste qu'on appelle Fédélon, qui était congolais. On était tous ensemble, voilà, pour golf. Et c'est après ça encore, après l'arrivée aussi de mes frères que Zakaria a convoyé jusqu'à la ZESCO, c'est moi qui étais les relais et c'est moi qui étais chargé de les conduire sur tous les côtés qu'ils devaient combattre et c'est moi qui connaissais dans quelle position fallait partir, qu'il fallait pas partir. Vraiment, j'ai mené des actions même un peu d'exfiltration un peu trop approfondies aujourd'hui. C'est ce qui fait ma maîtrise du terrain, c'est ce qui fait ma maîtrise des gens, puisque j'étais au rendez-vous de tous. Et vraiment, je servais de relais directement si les mercenaires burkinabés et encore qui est lié directement avec la rébellion. Et voilà ma mission même au sein en Côte d'Ivoire même en tant que tel. Mais après ça aussi, concernant le cas à Salfo que vous m'avez demandé, j'ai dit qu'il était question qu'on trouvait des personnes qui avaient des maisons pour pouvoir camoufler des armes dedans. Voilà le cas à Salfo. Donc il fallait trouver des gens et Assalfo était atteint puisque lui-même de nature c'est un Burkinabé. Il s'appelle Ouedraogo Assalfo et après qu'il a eu la nationalité burkinabé. Donc vous avez remarqué que tous ceux qui ont un rapport avec le Burkina, avec le pouvoir en place, sont un peu vus par Alassane parce que il y a un filial des Ivoiriens et je sais pas des Burkinabés qui ont les papiers ivoiriens, qui ont beaucoup mené à ça. Et vraiment, c'est ça qui a fait que les Adama Bitogo, tout ça là, ont été des pions essentiels qui étaient d'abord au port. Je suis allé les voir à Negos. Et aujourd'hui, si je parle de ça, parce que je sais ce qui s'est passé. Et bon, mais c'était des gens qui menaient des actions à l'encontre de M. Laurent Gbagbo, mais avec des faces cassées, quoi. Voilà. C'était comme ça. Ok. Voilà. Mais moi, mon côté, comme depuis mon enfance, je suis militairement formé depuis mon enfance, donc je connais tous les topos militaires et vraiment, je suis pas un novice dans l'armée. Je connais comment faire les tic-tac puisque je suis formé depuis mon enfance et j'ai reçu beaucoup de formations. Voilà, que ce soit au Burkina, que ce soit en Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup de diplômes militaires. Voilà. Ouais, okay. Merci beaucoup pour toutes les informations. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et je termine en disant que... Attends, s'il te plaît, je voulais te dire quelque chose. Comme tu dis, tu nous as pris en marche, je voulais te faire comprendre. Avant qu'on ne mette Youssouf là pour lui poser des questions, il nous envoyait tous ces documents. Quand il était avec Ouattara, quand il était dans la rébellion, tout ce qu'il a fait, tout, on a tout affiché ici. C'est pas la première fois qu'il vient sur ce panel. On a tout affiché. Quand il était en formation, toutes ces formations, tous ces diplômes qu'il a eu, il a tout affiché ici. Voilà. Donc, pour ceux qui vont penser que c'est, voilà, peut-être qu'il raconte tout et n'importe quoi, c'est eux qui voient. Parce que nous, on ne peut pas prendre quelqu'un sans avoir des preuves. Voilà. Il nous a apporté toutes ces preuves-là, on l'a déjà fait jouer pour ceux qui ont l'habitude de suivre le panel d'Oxymore depuis la venue de Youssouf sur notre panel. Donc, quand il parle, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ils vont penser que non, c'est un menteur. Bon, c'est à eux de voir. Sinon, nous, on sait pourquoi on lui pose ce genre de questions. Merci. Je pense que tu as fini avec tes questions. Ouais, non, mais franchement, c'est bien. Tout est bien dit et voilà. Je suis encore désolé pour le retard. Mais en tout cas, je suis satisfait. Et c'est vrai, et pour terminer, je m'adresse à Issoufou Zongo. Pour terminer, il a mal commencé, mais là, il est en train de bien terminer. En tout cas, j'espère, je lui souhaite encore bon courage et qu'il ait encore la force de pouvoir tout détailler. Merci. Merci, champion, d'être passé. Et puis, Pamela. Bonjour à tout le monde. Pamela. Bonjour, Youssouf Zongo.
Issouf, ma Bonjour. question c'est quel rôle a joué Madame Dominique Ovian et Nicolas Sarkozy dans la rébellion? S'il vous plaît. Nicolas Sarkozy, c'était le parrain direct de M. Alassane Draman Ouattara, puisque vis-à-vis, c'est lui qui a garanti que la France va toujours rester derrière Alassane Draman Ouattara, et quoi qu'il advienne, et quoi qu'on puisse faire, et la France pourra l'appuyer sur tous les plans en cas de besoin, que ce soit même sur le terrain, même quand il y avait, la séparation, le tampon qui montrait que l'armée française, l'ONU bloquait, et le positionnement de ce qui se passait avant qu'on puisse infiltrer était donné par l'armée française. Mais tout ça, c'était relayé par Sarkozy, puisque c'est lui qui était le parrain de M. Alassane Draman Ouattara, et que vraiment, depuis la France, que ce soit les médias, que ce soit les autres présidents après qui voulaient vraiment se désister, c'était M. Sarkozy qui les ramenait à la raison, puisque avec même les guides libyens, c'est Sarkozy a joué un grand rôle là-bas, puisque il dit que Alassane dit que c'est son parrain, et lui aussi c'est comme ça, puisque tout ce qu'on faisait aussi, Sarkozy avait sa part de gâteau dedans aussi, parce que il devait venir jouer un grand rôle de l'armée française, sur quoi donner des renseignements sur la position des Loalises, donner des renseignements sur la localisation, même des sous-coins qui ont été trucs sabotés. Tout ça là, c'était sur le commandement de Sarkozy, et vraiment pour faire décoller les avions pour venir abattre les Mi-24. Tout ça là, c'était sur le ordre de M. Sarkozy, puisque il était le parrain direct de M. Alassane Draman Ouattara sur la rébellion. Et le côté international, c'est Sarkozy qui était vraiment le parrain, le chapeau. Voilà, de tout ce qui allait advendre, c'est lui qui, quand il voit qu'il y a quelqu'un qui veut désister, trouver que c'est faux, c'est lui qui t'appelait, qui te remettait en ordre pour dire non, voilà, et nous on est d'accord avec ce que M. Alassane va faire tout en Côte d'Ivoire. Donc, Sarkozy a joué un très grand rôle si vraiment l'avènement de la rébellion, jusqu'à même l'avènement de la prise de pouvoir par M. Alassane Draman Ouattara. Actuellement, quel rôle joue Dominique Ovian derrière Ouattara? Parce que c'est pas sa femme. Hein? Dominique même, elle est une espionne de grande génération qu'on ne dit pas son nom, puisque avec sa filiale Sildon Africa, et elle-même, elle a contribué à beaucoup, et c'est que beaucoup d'armes puissent rentrer en Côte d'Ivoire là-bas, sous forme de médicaments, sous forme d'aide, et beaucoup de choses comme les treillis que vraiment on devait gagner. C'est beaucoup ont passé par les filiales de la dame, puisque elle fait partie vraiment des sectes pas possibles, et puisque dans les réunions des sectes au Burkina ici, quand le franc-maçon devait se regrouper, c'est Alassane n'est pas là, c'est elle qui représentait, même dans les vestes d'Alassane, dans les sectes, elle est là, et vraiment, elle a mené un grand rôle, puisque côté relationnel extérieur, c'est elle qui guidait tout. Même pour faire déplacer les fonds, c'est elle. Même pour croiser les journalistes internationaux pour donner la posée de la situation, c'était elle qui avait tous les renseignements et toutes les relations pour amener les journaux internationaux à cautionner la rébellion, à embellir la rébellion pour ne pas qu'on voie le mal qui est en train d'être fait. Et elle a mené un grand rôle sur ce côté-là. Et vraiment, si le côté relationnel, que ça soit du côté de la rébellion pour donner une certaine visibilité, la crédibilité même de la rébellion vis-à-vis de ce qui se passait, elle a joué un grand rôle, puisque elle a un carnet d'adresses vraiment pas possible, même avec la CIA, que ça soit même des mercenaires français là-bas qui s'étaient venus depuis le Burkina. Beaucoup même j'étais à Bouaké, et ça apparaît que ils ont fait le montage de coups pour dire que les Soukois ont bombardé des Français avec tout ça là, c'était un montage, et vraiment elle a joué un grand rôle à ce que tout ça là puisse être fait.
et vraiment le déplacement des fonds, et puisque les cacao de l'Ouest c'était géré par une souté que c'est son fils qui gérait ça, Foloré quoi par une souté Armadialo. Et tout ça là, elle a joué un grand rôle. Et même quand il remonte vers le port sec de Bobo, tout ce qui quittait en Côte d'Ivoire comme bien qui devait venir à Bobo et partir ici Lomé ou partir directement en Europe, c'était elle qui gérait tout et c'est elle qui faisait tout. Mais puis vraiment, ce temps-là, en tout cas en matière de cacao, elle a tous ceux qui se sont adhérés au Burkina sont devenus des milliardaires aujourd'hui. Merci beaucoup. Et ma dernière question, je comprends pourquoi Salfo est le bon petit de Madame Dominique. Donc, ça veut dire quoi? Il cachait aussi des âmes. Merci beaucoup. Hein. C'est ma dernière question. Dans sa maison. Voilà pourquoi j'ai dit au dernier moment, les armes étaient prévues de répertorier tous ceux qui avaient un attachement Djoula et tous ceux qui pouvaient au moins avoir un attachement burkinabé aussi et pour voir dans quelle mesure il faut casser certaines armes puisque les gars disaient qu'il y avait un autre groupe de l'armée loyaliste qui s'était infiltré au Ghana ou au Bénin qui devait s'y prendre à tout moment. Donc il fallait trouver des lieux où il faut camoufler les armes et vraiment en cas de besoin qu'on puisse s'en servir. Et donc plein ont été touchés, beaucoup ont accepté, beaucoup n'ont pas accepté, mais le cas Salfo en tout cas, il a mis sa résidence à la disposition et vraiment il y a beaucoup qui ont désisté. Mais il a mis sa résidence à disposition puisque il fallait trouver des lieux pour camoufler les armes et pour pouvoir en servir en cas de besoin. Voilà. Eh oui, merci beaucoup et courage à toi de te confexer parce que vraiment on peut pardonner mais on ne peut pas oublier. En tout cas, merci beaucoup et les vérités, je ne sais pas si ça pourra te libérer. Merci à tout le monde. Donc méfiez-vous de Madame Dominique qui est derrière tout ce pouvoir-là, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et elle n'a pas encore fini, hein, parce que je ne crois pas qu'elle est prête à quitter la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Hein. Et bon combat. Merci d'être passé. Et puis voilà. Pyramide, tu es là? Je suis là. Bonjour. Bonjour. Voilà. Ma première question d'abord, est-ce que la plupart des mercenaires qui ont été recrutés pour la participation de la rébellion en Côte d'Ivoire, c'est uniquement les Burkinabés qui sont les plus nombreux ou bien dans la sous-région, il y a d'autres pays dont les ressortissants étaient impliqués? Ça, c'est ma première question. Et puis, je reviens. Vis-à-vis de ta première question, il y a eu beaucoup. Oui, allô, je suis là. Il y a eu beaucoup de mercenaires qui ont été impliqués. Et il y a beaucoup de nationalités. Et dans la sous-région ici, on avait les Burkinabés, on avait les Maliens, on avait les Guinéens. Après, il y a les Angolais qui étaient venus. Après, les francophones, il y avait les Sierra-Léoniens et puis il y avait des Libériens. Tout ça là qui ont intégré. Et il y a des gens de diverses nationalités qui étaient venus pour un appui, puisqu'ils avaient fait un appel à tous ceux qui savent combattre de venir depuis le Burkina, se faire enregistrer. Et vraiment, quand l'attaque va debout, chacun va aller jouer son rôle. Donc, tout ça là, il y a dans la sous-région, il y a eu beaucoup de pays. Voilà, et on était beaucoup, nous les Burkinabés on était beaucoup, et après les Maliens, il y a eu des Guinéens, la couche Djoula quoi, voilà, et après il y a eu des mercenaires qui nous ont rejoints de gauche à droite, il y a eu même des Sud-Africains qui sont venus après, bon mais tout ça là, ils étaient venus pour apporter leur plus, puisqu'il y avait un gain à partager, et quand ils viennent, tu avais pour toi, et puis tu retournais. Il y avait les seigneurs de guerre sont venus se proposer pour pouvoir mener des actions, pour gagner pour eux et puis retourner aussi. Voilà. Voilà. Et je voulais aussi... Bon, ok. Nous sommes tous de même botte. Parce qu'à l'arrivée, depuis le centre l'ONUCI à Dzopé, alors on nous a fait savoir qu'il y avait plus de 6000 gendarmes infiltrés, donc qui ont été recrutés de façon normale dans le gouvernement d'Alassane et qui devaient être des indicateurs. Je ne sais pas si tu avais eu ces informations, je voulais le savoir si tu avais eu ces informations. C'est-à-dire que des gendarmes qui ont été recrutés
et intégré dans la fonction publique Oui. sur la position de RDR. Est-ce que tu avais cette information? Si tu avais cette information, je vais Oui. revenir encore parce que, oui. Il y a beaucoup de gendarmes burkinabés qui ont rendu démission pour venir en Côte d'Ivoire là-bas, puisque c'était un gâteau à partager. Et tous ceux qui venaient gagner leur part. Et donc, il y a plein qui ont rendu leur démission, qui ont servi aujourd'hui. Il y a plein qui ont pu intégrer l'armée ivoirienne. Et il y a plein aussi. Et ce qui me cœur le plus, les personnes qui ont été utilisées, surtout au Burkina ici, et arriver là-bas encore, et tous ceux qui étaient dans les plantations qu'ils ont pu avoir pour les enrôler, et ils avaient fait un enrôlement pour eux, un pré-enrôlement d'abord, et vraiment c'était des récépissés, et ça a resté là, puisque après la crise, il fallait faire un tri. Surtout nous les Burkinabés, ceux qui avaient les balafres étaient éliminés d'office, ceux qui ne savaient pas parler djoula étaient éliminés d'office, et il fallait au moins savoir t'exprimer un peu, même un peu de nous si ça passait un peu, puisque on pouvait pas donner que les papiers ivoiriens à quelqu'un qui est balafré, on ne pourrait pas aussi donner des papiers ivoiriens à quelqu'un qui parle que mourir seulement, donc il fallait au moins comprendre le djoula, ou bien comprendre un peu de nous si, là on pouvait t'intégrer, et vraiment c'est un tri pas possible, c'est ce qui a fait que même les 5000 éléments de IB n'ont pas pu être enrôlés, et les 1000 et quelques soldats avec Wérémi à l'ouest n'ont pas pu être enrôlés, même Wérémi même en tant que tel, parce que il n'a pas pu, puisque Wérémi même savait même pas parler français, donc vraiment c'était compliqué pour lui qu'on lui donne la nationalité ivoirienne malgré qu'il était commandant, et tous ces officiers aussi qui étaient avec lui, et beaucoup sont partis dans la démobilisation, et beaucoup étaient obligés de se payer eux-mêmes pour se chercher, et la plupart des dojos qui étaient quittés au Mali, que ça soit à côté de Burkina vers Gawa, et ils étaient obligés de se payer eux-mêmes, raison pour laquelle ils ont pillé d'autres séjours à la maison, faire sortir d'autres personnes, les piller, charger des bâchers, des 4x4, et vraiment prendre les pactoles, ce qu'ils peuvent prendre, et puis bon, prendre la route quoi. Donc finalement les promesses n'ont pas été tenues comme c'était, et après chacun était obligé soit de braquer pour entrer, ou bien soit d'aller tomber sur quelqu'un, prendre ce que tu as à prendre et vraiment et rentrer. Et quand vous remarquez aussi qu'après, ils ont été délabrement pillés parce que les gars voulaient se payer pour rentrer, puisque ils étaient sûrs qu'ils n'allaient pas gagner les papiers, ils étaient sûrs que vraiment les choses tournaient mal, et après, tous ceux qui étaient avec IB aussi, vraiment, se sont vus après l'élimination de IB, et carrément, à part certaines personnes que Ouattara a récupéré, ou bien le reste là, c'était basta, et ceux qui sont restés se sont entêtés, c'est eux qui sont à Nyama avec Zakari Akone, et il y a encore un camp à Bouna là-bas, et qui a regroupé tous les ex-combattants qui étaient là-bas aussi, qui sont là-bas jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, ceux qui ont eu la chance de quitter ou bien de rentrer, ils sont libres, mais il y a des gens encore qui sont toujours vraiment à l'air là, ils peuvent dire pris en otage parce que ils sont pas ivoiriens, ils peuvent pas sortir, ils sont là qui se restent, bon, je sais pas quelle mission ils veulent faire. Et vraiment, c'est ce qui fait plus mal, puisque quand tu vois aujourd'hui la masse de djihadistes qui est en train de rejoindre la Côte d'Ivoire, plus ces personnes qui sont là-bas, là, si vraiment on veut les utiliser pour faire quoi que ce soit, vraiment ça serait pas bon du tout. Raison pour laquelle moi j'ai le cœur aussi de prévenir et de dire ce qui est là, pour ne plus que ce qui s'est passé là se répète encore. Et peu importe, c'est Dieu qui va juger nous tous. Et vraiment, ceux qui ont reconnu qu'ils vont se répandre, même s'ils n'auront pas la clémence de Dieu, mais un petit pardon de Dieu, et c'est possible. Voilà. Et vraiment, j'ai fait appel dans mes vidéos à mes frères aussi, quand on était ensemble, qui sont là-bas, de ne pas accepter les ordres de M. Alassane Dramane Ouattara, parce que aujourd'hui, tout le monde sait qu'il n'est pas crédible, et tout le monde voit que tout ce qu'il a dit n'a pas été respecté, et tous les mercenaires qu'on compatit aujourd'hui, ils n'ont que les yeux pour plairer, et je connais des Burkinabés qui ont laissé les plantations pendant tous ces 10 ans-là, qui se sont donnés à la rébellion, ont pris la forêt, et après, ils n'avaient rien eu de M. Alassane Dramane Ouattara, donc il fallait reboucher ces mesures au Burkina réduit, et voilà pourquoi je dis,
par la grâce de Oxymore aujourd'hui, parce que on a été amis plusieurs fois d'abord, je ne suis pas venu sur le panel directement et j'ai attendu, d'autres m'ont dit que non, et Oxymore m'a payé, Oxymore a fait quoi que ce soit. Non, il y a un Dieu qui nous regarde. Il y a eu de l'amitié entre moi et lui d'abord, avant que je lui révèle réellement qui je suis. Voilà. Et avant que je lui apporte tous les preuves, avant que je lui révèle, j'ai essayé de m'approcher de lui, puisque je l'ai écouté une fois, j'ai dit voilà l'homme qu'il me faut. Et vraiment, je veux m'approcher de lui, voir si après, grâce à lui, il pourrait me repentir, il pourrait au moins pour prévenir ce qui va venir, pour ne plus que ce genre de choses se répètent, parce que le mal est trop profond et vraiment on peut pas l'expliquer comme ça. Mais ici tu vis la situation, vraiment je me sens un peu soulagé, parce que il y a des choses non dites que vraiment j'ai assisté à ça, et que si par grâce à moi d'autres personnes se sont repenties, ne serait-ce qu'une ou deux personnes, j'aurais gagné un peu et j'aurais gagné la clémence de Dieu aussi. Et vraiment, je sais pas, parce que le pardon est divin, c'est Dieu qui pardonne, mais si tu reconnais tes erreurs, que tu décides de ne plus répéter tes erreurs, que tu te confies à Dieu, il est le seul maître, celui qui juge et que celui qui fait repentir tout le monde, et vraiment il pourra te pardonner demain. Voilà. Donc vraiment, comprenez mon cas. Vraiment, souvent c'est difficile, mais j'essaie de faire avec. J'essaie de faire dire la vérité, contrairement à ceux qui disent que non. Pourquoi dire non? La vérité doit se savoir et ça doit se dire. Le mal qu'on a causé est profond. Le mal est profond. Et vraiment, ça me fait mal souvent de parler, puisque il y a beaucoup de monde qui ont perdu leurs parents dedans, il y a beaucoup de monde qui sont endeuillés, donc c'est pas facile de se mettre et retracer l'histoire et dire ce qui s'est passé vraiment. Souvent, ça me fait mal, mais c'est mon devoir de le dévoiler, parce que c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité, c'est du pure vérité. Et je ne vais pas me mettre là à mentir, parce que aujourd'hui là, je peux pas dire que je suis vieux, mais je suis pas un enfant, puisque je dépasse 45 ans, et où je suis actuellement, et à plus de 45 ans, moi je vois que la vie c'est de bonus, hein, et voilà, j'ai connu tout ce que j'ai connu aujourd'hui, mais il y a des erreurs que j'ai commis aussi, peut-être par ignorance, mais aujourd'hui, je reconnais et que je demande pardon, non seulement aux Ivoiriens, et je demande pardon à Dieu, voilà, parce que j'ai participé à des actes horribles, j'ai accompagné des gens pour aller exterminer d'autres personnes, et vraiment, aujourd'hui, vraiment, je me sens redevable envers la Côte d'Ivoire, parce que malgré que ici au Burkina aujourd'hui, je peux dire que si j'ai un toit au Burkina que je dois, c'est grâce à l'argent contribuable ivoirien aujourd'hui que j'ai pu construire un chemin au Burkina que je dois. Donc je peux pas dénigrer la Côte d'Ivoire, et peu importe aujourd'hui ce que j'ai comme petite ressource qui me permet de vivre, je peux dire que c'est grâce aux contribuables, malgré que vraiment je suis pas ivoirien d'origine typique, mais grâce à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je suis quelqu'un vraiment qui mendie pas pour vivre, et je peux vivre ma vie sainement et vraiment demander pardon jusqu'à ce que mon dernier jour arrive. Et je pense que s'il reste sur cette vérité-là, peut-être au dernier jour, Dieu pourra me repêcher, peu importe, mais c'est cette clémence-là qui me fait parler. Et loin de là, qu'on m'a payé, on m'a fait quoi? Non, loin de là. C'est la vérité, je veux que ça se rétablisse, et vraiment Dieu nous a ramenés à la case départ de l'histoire, parce que les événements qui se sont passés en 2010 là se représentent en 2025 devant nous tous, et vraiment cette fois-ci toute personne qui est consciente va la vérité et va le faux, et vraiment si vraiment tu veux te faire pardonner, et il faut partir sur le vrai, et Dieu pourra te pardonner. Si tu veux rester dans le faux aussi, après tu n'auras que tes yeux pour pleurer, parce que la vie nous enseigne, même la vie nous donne des possibilités de se racheter sur le bon. Et vraiment, ceux qui reconnaissent seront heureux. Maintenant, ceux qui ne reconnaissent pas aussi, c'est Dieu qui va décider de leur sort. Et vraiment, je suis en train d'œuvrer pour que celui qui m'écoute, qui connaît ce que c'est que la vérité, qui connaît quelqu'un, un âme en détresse qui est en train de se repentir vraiment, s'il a un cœur en lui,
vraiment, même si de nature, grâce à Oxymore, il y a eu des gens de l'Ouest qui m'ont dit sur le panel ici que eux-mêmes me pardonnent, que eux-mêmes, de leur nature, même par ma vérité, ils me pardonnent déjà. C'est un acquis pour moi. Et vraiment, je les remercie beaucoup. Et grâce à Oxymore aussi, je peux m'exprimer dans ce panel-là. Et vraiment, ça me permet d'avoir le sommet tranquille et vraiment reconnaître les erreurs du passé et vraiment me racheter et demander pardon. C'est tout. Ok. Merci beaucoup. Ok. Je peux continuer? C'est normalement maximum, c'est 2 questions. Non, premier, je peux continuer? Oui, j'ai une question, une dernière question. Ok, vas-y pour ta dernière question. Voilà. Zongo, alors, il y a eu tellement de phases de recrutement. Lorsqu'il y a eu la relève du contingent des agents de l'ONUCI à Dzopé, c'était les Bangladesh. Et nous nous sommes venus trouver, on est venu trouver autre groupe recruté qu'on a dénommé les ressortissants togolais. Bon, je suis en train de demander quelle était la différence entre ceux qui portaient la tenue de l'ONUCI et ceux qui portaient l'uniforme des forces nouvelles. C'était ma dernière question. Voilà, merci. Merci. Voilà, il y a eu plusieurs volets, puisque d'abord, dans le volet de la rébellion, il y a le côté mysticisme et il y a le côté de ceux qui ont pris comme ça pour accompagner. Voilà. Donc vraiment, quand on est rentré à Abidjan, et les treillis étaient déversés partout, et il y a un coin en zone 4 vers Prima, toujours derrière là, il y avait un magasin de riz qui était là-bas, et où il y avait le commandant Andiolo qui avait pris le coin. Et je me rappelle très bien, c'est Andiolo qui était là-bas. C'était tout un magasin, c'était rempli de treillis, c'était rempli de treillis, de ringues, de tout. Donc c'était à la portée de tous. Et vraiment, même à l'école de police, il y a eu des treillis, surtout côté gendarmerie, depuis Tologui, et la nuit des frappes au matin, et tous les treillis gendarmes étaient exposés avec tous les ringues. Donc chacun se levait, il portait le galon qui te plaît. Surtout si tu as au moins un gars de corps où il y a 2 personnes derrière toi, tu peux te jouer le commandant. Et vraiment, beaucoup ne savaient pas ce que c'est que le galon, puisque il fallait être décoré de tout ce que tu veux, et vraiment se gonfler la poitrine. Et même si on est dojo, on pouvait porter les habits dojo en bas, les drekedeni, et puis mettre le treillis en haut. Tout était permis. Ou bien on se met en demi-saison, on porte ce qu'on veut, ne serait-ce que seulement participer et pour pouvoir rendre les gens, la popularité beaucoup. Quand on dit qu'il rassemblement, tout le monde sort, mais au-delà de ça, tout le monde n'était pas combattant, tout le monde savait même pas comment tirer une arme. Mais bon, comme c'était pour allier une cause, pour permettre aux gens de piller, de permettre aux gens de prendre comme argument pour braquer les gens, tout était prévu. Et donc quand on a même cassé la prison civile, et tout le monde est sorti de là, et à partir de là, et tous a pris les treillis pour rejoindre. Et il y a beaucoup de criminels, il y a beaucoup de prisonniers qui se sont accaparés du treillis et ils sont rentrés dedans parce qu'ils étaient des braqueurs avant, c'était leur travail. Et il y a eu beaucoup de coupeurs de route, il y a eu beaucoup de malhonnêtes, puisque on demandait pas qui tu es, on demandait pas, non, il suffisait seulement d'être volontaire, que tu participes seulement et on te recrute directement, et que c'est parti. Il suffit seulement de compléter le nombre et vraiment c'est parti. Voilà. Au-delà de ça, il y a eu des enfants qu'on a utilisés, et le phénomène microbe là, c'est pas fortuit, c'est des enfants qui ont été utilisés, ils ont été dosés et ils ont été instrumentalisés, puisque il fallait les amener quelque part dans les lieux détectés et les faire descendre pour qu'ils essayent d'éliminer quelqu'un. Tout ça là, c'est des enfants qu'on a utilisés à faire des choses. Aujourd'hui, vraiment, c'est regrettable, mais c'est des choses qui ont existé, ça a été fait en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez que tout le monde pouvait venir porter le treillis
parce qu'il faut rejoindre les rangs seulement, et surtout, il fallait pas parler Djoula seulement, même si c'est pas parler Djoula que tu te mets dans la masse, que vous sortez, vous partez faire patrouille, vous coupez la route, tout ce que vous gagnez, vous pouvez vous partager, et s'il y a des gens malfrats parmi vous, vous pouvez aller chez quelqu'un et faire piller la personne, braquer la personne, prendre ce que vous voulez, puisque c'était le butin de guerre, et vraiment, c'est du désordre total, mais c'était ce qui est là, quoi. Donc, vraiment, c'était du désordre total. Voilà. Et on n'avait pas les mêmes orientations. Bon, voilà, il y avait plusieurs cas. Il y a des gens, il y a des malhonnêtes aussi qui ont porté le treillis. Ils sont pas dans un camp. Ils font même pas partie de quelqu'un. C'est des vagabonds, c'est des pilleurs. Et aussi, ils se sont servis à leur façon. Et bon, il y a ceux qu'on a utilisés aussi. Il y a tous ces lots de trucs là, vraiment. Et ça n'a pas été facile, mais bon, c'était le désordre total. Voilà. Ok, je pense que... Doigt premier, Ouais. je prie Dieu. Moi, je prie Dieu. Allô? Je prie Dieu. Je ne veux pas d'invitation de quelqu'un après ça. Mais je prie Dieu que le pouvoir change. J'ai un seul conseil que je vais donner aux Ivoiriens qui va rester. Je suis un des botteurs. Je porte bottes. J'ai porté bottes. Je connais. Ça crache, je n'entends pas bien. J'ai dit, j'ai porté les bottes. Je connais les bottes. J'ai un seul conseil à porter aux Ivoiriens, mais si le pouvoir change. Merci beaucoup. Ok. Mais là, ce que tu dis là, frère, là, on va attendre ça quand, mais c'est pas grave, on a compris. Zongo, Youssouf, tu es là? Bon. Attends, Ouais. je vais couper mon micro là, voir. Ouais, coupe ton micro et puis tu te trucs. Bébé Saos, toi tu dis quoi? Tu poses ta question, tu descends? Bonjour. Bonjour à tout le monde. C'est comment? Voilà. Que Dieu nous protège. Voilà. Wow. Grand frère, voilà, moi, je suis le comme d'hab, non. Donc, voilà. Donc, c'est que je m'en disais, ça. Vraiment, merci pour Youssouf Zango. Youssouf Zango, celui qui te parle en ce moment-là, c'est ton petit frère bébé Saos. Voilà. C'est pas ce qu'ils ont falsifié dans le gouvernement, là. C'est l'original depuis autant jadis. Donc, ce que tu as dit, là, moi, je suis rien, je ne suis personne, je suis qu'un être humain. Mais moi, là, tu es pardonné jusqu'à tes entrailles. Tu comprends? Personnellement, moi, et puis la Côte d'Ivoire que nous connaissons, là, nous sommes un pays béni parce que on était tellement gentils qu'on s'est oublié. Et Dieu, tout ce qu'il fait de positif en négatif, tout vient selon la volonté de Dieu. Et c'est Dieu qui a permis à ce que ce drame soit là, pour nous maltraiter, pour qu'on voie l'importance. Pour que l'Africain, que tu sois burkinabé, que tu sois malien, que tu sois camerounais, que tu sois ivoirien, mais que tu sois fier de ta nationalité. Mais nous là, on a sous-estimé. Et voilà ça, Dieu a permis au diable de remuer sa queue pour nous chicoter, pour nous fouetter, pour qu'on puisse ouvrir les yeux. C'est pas toi qui t'es forcé, c'est ton esprit qui est derrière ta tête. Tellement tu es quelqu'un de bien, mais tu as été manipulé, la chair est faible. Mais tu as surpassé ta chair et tu as mis ta foi devant ton Allah que tu pries, ton Dieu que tu pries. Et tu as laissé l'orgueil de côté. Tu as risqué, en ce moment tu risques ta vie. Mais tu pouvais être blanchi, même si tu ne dois plus faire partie de ce monde, tu t'es blanchi vis-à-vis des humains qui est la chair et vis-à-vis des esprits qui est l'éternel Dieu, qui est Mohammed, comme vous le dites chez vous. Tu comprends? Mais moi là, je suis monté sur ce panel avant que je puisse imaginer, je suis pas un divin, je suis pas un charlatan, je suis pas un féticheur, je suis pas un clairvoyant. Mais moi j'ai dit ici, mais dis-le ton récit parce que je suis trop bébé sauce, j'ai pas le droit de dire ce que j'ai entendu, ce que j'ai côtoyé dans des coulisses personnelles. Aujourd'hui, ma vie est menacée, ça me fait rire. Parce que tu meurs par noyade, par accident, par sorcellerie, par empoisonnement, mort c'est mort. Il n'y a pas quelqu'un en enterre dans le ciel, on enterre tout le monde à terre. Quel que soit tes milliards, quel que soit ton gouvernement, et nul n'est éternel. Donc pour ma part de gouvernance, je vais te dire que la Côte d'Ivoire personnellement là, si on te dit qu'on t'a pas pardonné, c'est hypocrite. Parce que ce que tu fais là, tu es en train d'éclaircir la nouvelle génération, nos progénitures, de tout ce qui a été organisé vis-à-vis de notre pays, de notre terre, de notre patrie. Moi, j'ai mis ma veste d'artiste des bébés sans os. Et j'ai dit, parce que
Il ne faudrait pas que nous sommes dans l'année du Verseau. Et mon esprit, chaque fois, me dit, c'est comme si, quand j'ai dit d'autres vont rire, mais moi, je sais ce que je vis. C'est comme une voix me parle, parce que depuis longtemps, je fais des songes ici à Arafat. C'est pas que ce que j'ai dit, forcément, ce qu'elle songeait est vrai. Mais c'est comme si dans mes rêves, je suis avec lui, et c'est comme s'il y a quelque chose que je dois faire, que j'arrive pas à faire, mais qui va payer sur ma conscience. Mais moi, je me suis dit quoi? J'ai une visibilité. Je suis la voix des sans-voix. Dieu m'a donné un aura que d'autres n'ont pas, la visibilité. Tu comprends? Donc, si je meurs avec ça, c'est comme si je condamne les enfants de mes enfants, mes frères, mes grands-parents, tous ceux qui se séparent, la future génération, en péril. Donc, je préfère me servir de cette visibilité-là. Ou bien c'est pour l'encourager? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent poser questions. Oui, je suis en train de... Comme tu es encore là, tu vas abréger, les gens vont poser des questions, ils vont descendre et puis on va faire monter. Coco, mais laisse au moins, oui, au moins, je sais, Coco. Je sais, ça fait au moins une édition en bas, non? Moi, c'est comme aussi, je parle aussi, ça porte, mais il faut que j'éclaircisse puis je rentre dans ma question. J'ai pas envie d'être bref quand même, Coco, quand même. J'ai attendu aussi. Ah. Je sais que d'être bref, mais il faut que ce que je dis, tu comprends pas. Je dis actuellement, attends. Le leitmotiv aujourd'hui, c'est que les gens posent les questions. Il descend. Je vais poser ma question, mais moi, je suis monté aussi pour éclaircir certains trucs. Tu vois. Je vais être bref, mais laisse-moi aller dans mon élan. Ok, non, mais tu fais ça bref parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Je sais, Coco. Je sais. Je suis conscient. Ok, donc je m'en disais. Donc, tu vois. Ouais. Donc, moi, je suis monté sur un panel où j'ai affirmé un truc. Vas-y. Ok. Moi, je suis monté sur le panel parce que je suis en train de renchérir tout ça là pour en même temps être bref. Là, moi, si c'est pour plus parler, je vais plus parler. Voilà. Donc, du coup, moi, je suis monté sur le panel de Oxymore, qui n'était pas l'une des premières personnes qui a commencé ce combat, mais qui s'est mis dans le combat. Et aujourd'hui, là, tout le monde a compris beaucoup de choses à travers Oxymore. C'est ce panel, je suis monté pour risquer aussi ma vie. C'est ce qu'il souffre en train de le faire. Pour se blanchir de tout acte qu'il a pu causer. Donc, quand moi je suis monté sur le panel de Oxymore, il est là. Ce qui a fait bruit sur le panel de Oxymore est que moi je suis monté et j'ai dit Issouf que Soro Guillaume a été mis à la tête de la rébellion parce que il était intellectuel et il présentait physiquement, côté charismatique, tout. C'est pour ça qu'ils l'ont mis à la tête. Maintenant, c'est ce qui a créé une frustration dans leur groupe par rapport à IB. Dans la guerre. Voilà pourquoi ça a créé des gens maladies entre eux. Ils l'ont déjà. Là, on dit de faire sortir preuve. Mais comme Dieu ne dort pas, est-ce que ce que j'ai dit là, c'est pas ce que tu as confirmé, c'est ce qu'il a confirmé devant tout le monde. C'est ma question que je voulais poser. Donc voilà toutes ces preuves que tous ceux qui veulent enregistrer ce que je suis en train de dire là. Preuve que vous cherchez là. Tout en train d'être déclaré, tout en train d'être mis en scène. Quelqu'un de mise en scène, c'est-à-dire que tout est posé sur scène. Tout le monde va bien entendre et bien enregistrer encore. Et je le dis, IB, est-ce que ce que j'ai dit, Soro a été mis à la tête, ça a créé des malentendus, ils ont déjà IB, il y a eu ceci, cela. Même Ouattao, aujourd'hui là, s'il n'est plus là, c'est parce que il a promis juré d'être avec Soro Guillaume. C'est son personnel sûr. Est-ce que c'est pas pour ça ils l'ont déjà? Moi, je m'arrête là et puis je pose plus de questions.